sommes le 6 février 2020. Nous sommes après Kiel. أيام لا تنسى. ففي الفترة هذه 58 كانت Kocher l'a laissé traîner, elle s'était même mis à dos les autorités belges. Maintenant, le groupe est au pied du mur et doit vraiment régler ce problème. L'autre dossier, c'est Suez, actionnaire à plus de 32%. Engie doit choisir ce qu'il veut en faire. Soit le groupe rachète l'entreprise comme le souhaitait Isabelle Kocher, soit comme le veut le président d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, le groupe vend sa participation de Suez, une somme qui pourrait être réinvestie dans les énergies renouvelables. Isabelle Kocher va donc quitter Engie. Ses relations avec le conseil d'administration et son président Jean-Pierre Clamadieu étaient devenues compliquées à cause d'une série de dossiers. Pour Stéphane Prévost, le directeur général de la financière responsable AM, l'ex-directrice générale d'Engie n'a pas réussi non plus à convaincre les marchés. Je dois dire que la position du groupe et son évolution dans les métiers du gaz, par exemple, me paraît pas claire. A priori, le conseil d'administration en interne n'a pas tellement apprécié de louper un dossier comme Direct Energy, qui est parti chez Total. Le sujet des centrales nucléaires belges a aussi amené des frictions, d'ailleurs au plus haut niveau entre l'État français et l'État belge, puisque il était question d'avancer assez rapidement sur la cession de ces actifs, justement pour pouvoir financer le changement. Maintenant, la stratégie est pas claire. Alors on va voir la nomination qui va suivre, et puis on va voir justement comment le groupe va redonner une feuille de route au marché, aux investisseurs, parce que le cours de Suez le cours d'Engie, a été quand même, je crois, de l'ordre de 15% depuis la nomination de l'ancienne directrice générale, et je crois que le reste du secteur a fait au moins 2 fois. D'accord. Très en retard par rapport au père. Et donc il y avait une déception aussi de la communauté financière sur le cours. Donc effectivement, je crois que ça va être un dossier intéressant à suivre dans les prochaines semaines. Et on reviendra sur ce dossier juste après ce journal dans les coulisses du Biz. C'est la meilleure croissance de la décennie pour L'Oréal. Et L'Oréal a encore annoncé des ventes records, plus 8% pour le chiffre d'affaires l'an dernier qui tutoie les 30 milliards d'euros. Le résultat d'exploitation est en hausse de 12,7%, un marché de la beauté toujours aussi dynamique. L'Oréal qui est confiant pour la suite malgré le coronavirus. On fait le point avec Hélène Cornet. La zone Asie-Pacifique, c'est le premier marché de L'Oréal, un tiers de son chiffre d'affaires en progression de 25% l'an dernier. Croissance portée par les marques de luxe comme Lancôme ou Yves Saint Laurent. C'est donc en toute logique que le groupe suit de près la situation à Wuhan sans pouvoir encore l'évaluer. L'Oréal reconnaît que le contexte impactera momentanément son activité en Chine et dans les boutiques des aéroports d'Asie. Mais son PDG reste confiant. Il a l'expérience de situations similaires dans le passé, comme l'épidémie de SRAS. Après une période de turbulence, dit-il, la consommation repart plus fortement qu'avant. L'Oréal pense donc réaliser en 2020 une nouvelle année de croissance. Il compte également sur la force du business model du groupe, présent sur tous les marchés, sur toutes les catégories de produits, pour traverser cette épidémie sans trop de mal. Et l'épidémie de coronavirus pourrait avoir un impact d'1 million de barils par jour sur la demande de pétrole. Une estimation donnée par le patron de Total, Patrick Pouyanné.
l'année. C'était à l'occasion de ces résultats. Le groupe a enregistré un bénéfice en baisse de 2% l'an dernier à 11,3 milliards de dollars. Total a bien sûr été pénalisé par la baisse des cours malgré une hausse de la production. Sanofi va annoncer une initiative sur le coronavirus d'ici à 2 semaines. Mystère, le groupe pharmaceutique n'en a pas dit plus. Malgré les mesures de confinement, eh bien, le groupe s'emploie à maintenir la livraison de médicaments vers la Chine. Sanofi qui a publié ses résultats annuels également ce matin. Le bénéfice net chute de quasiment 35% en raison d'une dépréciation liée à un traitement contre l'hémophilie. Mais le chiffre d'affaires, lui, progresse de 4,8% à 36 milliards d'euros. La croissance du groupe a été tirée par son médicament phare, le Dupixent. La Chine va réduire de moitié ses surtaxes douanières sur 75 milliards de dollars de produits américains. Une mesure d'apaisement avec Washington qui intervient dans un contexte compliqué pour l'économie chinoise confrontée bien sûr à l'épidémie de coronavirus. Les opposants à la réforme des retraites ont de nouveau manifesté dans la rue aujourd'hui. Et le ministère de l'Intérieur a comptabilisé 121 000 manifestants à travers la France, 15 000 seulement à Paris, alors que la CGT annonce le chiffre de 130 000. Et ce n'est pas fini, puisque les syndicats appellent ce soir à une nouvelle journée interprofessionnelle de grève et de manifestation pour le 20 février. Et l'UNSA appelle à un lundi noir dans le métro et le RER dans 11 jours, le 17 février. Notez que le gouvernement aujourd'hui a fait un geste en direction des avocats. Il n'y aura pour eux pas d'augmentation de cotisation retraite jusqu'en 2029. Les avocats sont en grève depuis un mois. Le moral économique des Français remonte et même nettement, c'est ce que nous dit le baromètre Doxa BFM Business de février. Il gagne 7 points. Seulement cet optimisme retrouvé ne se traduit pas du tout dans la perception que les Français ont de la politique économique d'Emmanuel Macron. Ainsi sur le pouvoir d'achat, 3/4 des Français perçoivent l'action du gouvernement comme négative et 6 Français sur 10 jugent négativement l'action du président sur le chômage pourtant en baisse. L'investissement des industriels est-il en train de caler? En tout cas, ils anticipent en ce début d'année une progression de 3% sur 2020. C'est la plus faible prévision de croissance de l'investissement depuis 7 ans. Et l'INSEE ajoute que ce chiffre pourrait être honnêtement revu à la baisse dans les prochaines semaines. Il y a eu aujourd'hui une flopée de résultats dans les banques. On a eu ceux de la Société Générale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'année 2019 aura été compliquée pour la Société Générale. Ça a été l'année de la restructuration et ça se voit dans les résultats. Son bénéfice net a chuté de plus de 20% à 3,2 milliards d'euros. Mais c'est le prix à payer pour renforcer sa solidité financière. Caroline Morisseau. Plus solide financièrement, mais moins rentable, c'est tout le problème de la Société Générale. La banque a en effet dû concentrer tous ses efforts sur le renforcement de ses fonds propres, un point faible jusqu'ici qui suscitait l'inquiétude des marchés. Cette inquiétude est désormais levée puisqu'en un an, la banque est parvenue à redresser son ratio de solvabilité de façon spectaculaire. Il est passé de moins de 11 à plus de 12,5%. Problème, tout cela s'est fait au détriment de sa rentabilité. La banque a dû réduire la voilure, plan de départ, cession d'actifs, restructuration, ce qui a mécaniquement fait baisser ses revenus. Tout cela dans un contexte où les taux bas amputent déjà les marges, d'où un résultat en baisse de plus de 20% l'an dernier. C'est le nouveau chantier auquel va devoir s'attaquer la banque, retrouver de la rentabilité. Un défi compliqué. Frédéric Oudéa, dirigeant de la banque, reste d'ailleurs extrêmement prudent. Il promet certes d'améliorer la rentabilité l'an prochain, mais sans fixer d'objectifs chiffrés. Impact des grèves, changement des habitudes des consommateurs, le covoiturage a le vent en poupe. Blablacar ainsi a vu ses ventes s'envoler l'an dernier de 71%. Sa communauté a gagné 17 millions de nouveaux inscrits. 70 millions de personnes l'an dernier ont choisi Blablacar pour voyager, que ce soit dans le covoiturage longue distance, les trajets quotidiens domicile-travail ou en autocar avec Blablabus. Merci beaucoup Jean-Christophe, on vous retrouve à 22h30. Tout de suite, on va faire un point sur les marchés américains avec Sabrina Cagliozzi. Sabrina Cagliozzi à New York au Nasdaq. Sabrina, Wall Street termine en hausse ce soir, plus 0,3% pour le Dow Jones, plus 0,6% pour le Nasdaq. Encore des records ce soir, Sabrina. Oui, effectivement, décidément, on enchaîne les progressions et les niveaux records sur ces marchés américains qui ont apprécié les annonces en provenance de Chine, en mettant de côté toutes les inquiétudes liées au coronavirus, des statistiques également plutôt encourageantes. Ici, en attendant demain, bien sûr, les chiffres mensuels de l'emploi et des résultats d'entreprise. Ça continue encore ce soir avec de grands rendez-vous. On vient d'avoir les trimestriels d'Uber avec des chiffres qui sont ressortis au-dessus des attentes de la communauté financière. Si on regarde au niveau de la perte et la
un tout petit peu moins lourde que prévu. Le chiffre d'affaires légèrement au-dessus des attentes. Le nombre d'utilisateurs est ressorti au-dessus du consensus. Le titre Uber est en hausse de 1% en après-bourse. Un titre qui avait terminé la séance en hausse déjà de 0,7%. Vous avez Pinterest qui a également publié ses résultats trimestriels. Pinterest qui prenait 5% ce soir à la clôture et qui s'envole de 14% suite à la publication de ses chiffres supérieurs aux attentes. Et puis T-Mobile, l'opérateur télécom, a également publié ses résultats trimestriels. Le titre qui termine ce soir en hausse de 0,3%. Et puis Sabrina, il y a Twitter qui a présenté ses résultats et le titre aujourd'hui est en très forte hausse. Une belle hausse, 15% de progression effectivement là pour Twitter à la clôture, $38,41, alors que les chiffres présentés hier soir après la clôture étaient relativement mitigés. Si on regarde le BPA, légèrement en dessous des attentes. Le chiffre d'affaires néanmoins est ressorti au-dessus du $1 milliard pour la première fois de son histoire, au-dessus des attentes, et le nombre également d'utilisateurs actifs par jour que l'on peut monétiser, ce chiffre-là est ressorti en forte hausse et au-dessus du consensus, qui a permis au titre de se distinguer en belle hausse ce soir à la clôture. Et c'est l'odeur, plus 5% après la publication de ses résultats trimestriels. Il y avait quelques sanctions, grosses sanctions pour Peloton, des prévisions un petit peu justes. Le titre chute ce soir de 11%, ou encore GoPro qui perd 9% à la clôture après les chiffres qui sont sortis en dessous du consensus. Sabrina, on vous retrouve dans 10 minutes pour New York is Amazing au programme ce soir. Eh bien, on va parler de l'IPO du jour qui s'est passé au New York Stock Exchange, celle du spécialiste de la vente de matelas en ligne, c'est Casper. Et le titre, termine la séance sur une belle progression. Ça marche, Sabrina. On vous retrouve à 22h25 pour nous parler donc de cette IPO de Casper. Dans un instant, dans After Business, on va revenir sur l'éviction d'Isabelle Kocher à la tête d'Engie. Le groupe a mis fin à son mandat ce soir lors d'un conseil d'administration extraordinaire. Le divorce est donc consommé. On y revient dans un instant. After Business, le Late Show Echo qui vous fait découvrir tout ce que le business a fait de sa journée. Du lundi au vendredi sur BFM Business, place au débat, à la controverse et à la pédagogie. Dès 9h, Nicolas Dose donne la parole aux experts sur les grands sujets d'actualité du jour. Politique, économie, société, internationale. Économistes, journalistes et chefs d'entreprise confrontent leur vécu et leur point de vue. 1 heure d'échange constructif pour apprendre et comprendre. Et tous les jeudis, les experts du Cercle des économistes rejoignent le débat pour partager leurs réflexions sur les thématiques en question. Les experts, présentés par Nicolas Dose, du lundi au vendredi à 9h et 13h sur BFM Business. T'es au courant ? Marc vient d'acheter un appartement neuf Cogedim. Je sais, 2 chambres de terrasse, il y a 10 minutes du boulot. Give me all your loving.
c'était ZZ Top, ambiance bien rock. Et qu'elle soit rock, qu'elle soit funk, disco, qu'elle soit pop, qu'elle soit reggae ou encore new wave, la musique est tous les soirs entre 21h et minuit sur DKL. On se souvient de Gérard Blanchard, rock. Nous étions formidables. Non, là, il a rendez-vous avec l'avocat. Non, il peut pas. Non, là, il a rendez-vous, il a une grande réunion pour étudier son dossier. Non, il peut pas. On va écouter, je vais traduire. Miri, c'est un peu urgent. Tant que je peux, tes mains dans l'atmosphère, le cœur des joints, tous les matins, fou en l'air. Je veux. Dans un vieux sous-sol près du palais, se cacher. Mauern eingerissen, erinnert sich Terry Hall, Sänger der Specials. But it was like on the tail end then of punk. Kleine Zweifel schleichen im Schatten der riesigen Egos. Gespräche werden flacher in 2 Dimensionen. 1 Million schweigende Klone im reißenden Strom. Verblichene kleine Umrisse unter dem 20. Stock. Junkies am Block in sich im giftgrünen Mantel des Smog. Spiegelkabinett, alle gucken vorbei. Der kleine Laden von gestern ist. Ja, aber man liest ja auch, also ich lese die nicht, aber ich sehe immer auf meiner Handy die. Mabel und Mad Love im SWR 3 Pop. Amis en Pologne, dont on retrouve dans la presse, dans les médias israéliens, et puis tout en bas sur le passeport israélien. Mais vous savez, il y a à peine 15 jours, le chef d'état-major a dit l'Israël ne fait pas face à une menace existentielle externe. Alors quand on nous dit Israël est en danger, vous savez, je comprends parfaitement la vision de Macron, quelqu'un me l'a dit, Israël, 3e puissance technologique mondiale, le 3e pays le plus coté au Nasdaq après les États-Unis et le Canada, l'armée la plus puissante de la région, et puis depuis 66, grâce au général de Gaulle, l'option nucléaire. Alors parler du danger pour Israël, le seul véritable danger tel que je le vois, le danger est interne, c'est l'érosion de la démocratie, c'est le problème des liens avec les Palestiniens, la paix, pas la paix. Si Israël évolue vers un État binational et une forme d'apartheid, et des personnalités comme l'ancien Premier ministre Ehud Barak le disent, Netanyahou, dit-il, conduit à un apartheid, à une ethnocratie. Pour moi, c'est ça le problème fondamental. Maintenant, à l'ONU, oui, la politique israélienne est systématiquement condamnée aux Nations Unies. Au Conseil de sécurité, grâce à Dieu, les Américains empêchent toute condamnation, ils mettent le veto. C'est arrivé une fois quand c'était Obama. En gros,
depuis l'endroit où je me trouve, et après avoir fait ce travail du 19e siècle à nos jours, oui, il y a des hauts et des bas, il y a des résurgences de l'antisémitisme. Là, il y a le nouveau phénomène du djihadisme qui vient de ma région. Et je ne trouve pas qu'il y a un danger fondamental, d'abord aussi bien externe pour l'État juif que pour les juifs de France qui sont plus protégés par les lois, par l'empathie du pouvoir. C'est sans précédent dans l'histoire des juifs de France. Et pourtant, il y a une explosion d'actes antisémites depuis 2018 notamment. On va y revenir dans la deuxième partie. Je choisis. Est assez, étonnante si l'entreprise traitait de la même façon, de façon parfaitement égalitaire, les deux types de candidats. Et donc après, on calcule des probabilités pour dire avec quelle chance on pourrait obtenir ce type de résultat si l'entreprise traitait de façon parfaitement identique les deux types de candidats. Et on trouve une probabilité qui est en l'espèce de moins de 2%. On a 2% de chance qu'effectivement on trouve ce résultat si l'entreprise a été parfaitement égalitaire. Quel est le principal, quel est le principal enseignement à tirer de cette étude? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors on aime bien les concerts, les choses comme ça. Là, il va y avoir un concert, mais ce soir-là, non, j'ai pas envie. Vas-y toute seule, j'ai pas envie, et j'arrive pas à trouver l'envie de suivre. Et je sais pas pourquoi. Ça me. Alors au fond de moi, très au fond de moi, j'ai très envie d'y aller, mais il y a quelque chose qui me retient. Ou de l'entreprise. Eh bien, un grand merci en tout cas Anne-Sophie Panseri d'être intervenue ce soir sur Europe 1. Je rappelle que vous dirigez le réseau Femmes Chefs d'entreprise, que vous êtes vous-même une femme à la tête d'une entreprise. Il en faut beaucoup plus comme vous et comme toutes les entreprises qui sont sûrement en train de nous écouter ce soir. On se retrouve nous demain 22h sur Europe 1. On vous dit en effet à demain. Merci à vous Emmanuel Dutheil. Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1. C'est le Nuclear Live. Savez-vous que la Monsieur, vous mentez, j'ai un témoin qui dit que les papiers sont encore chez vous. Ah ouais, comment ils savent? Zadroit, c'est bien la question. C'est bien la question. Dernière question, très rapidement. Selon vous, quelle sera la prochaine patronne du CAC 40? Du CAC 40? On a chez...
So stop pretending you're shy, just come on and dance, 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 dance. Early morning, la la light. Only get up to close the blinds. Praying you don't change your mind, 'cause leaving now just don't feel right. Let's do it one more time. Dance in my living room, slave to the way you move, hurts when I'm leaving you, hurts when I'm leaving you. Dance in the living room, love with an attitude, drunk to it ain't it true. Dance in my living room, slave to the way you move, hurts when I'm leaving you. Dance in the living room, love with an attitude, drunk. It's only you, you know that it's real. So why would you fight? Try to deny the way that you feel. Oh baby, can't fool me. Nobody's not okay. So stop pretending you're shy. Just come on and dance, 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 dance. Only human. It's only human. Top musique. Vous écoutez 40 minutes de musique à la suite Avec vos tubes préférés dans la région. Top Musique, la playlist Alsace. T'as détruit ma vie. Somehow I can't believe that anything should happen. Tief ist und ich habe die Online-Video, was weiß ich. Relève de l'antisémitisme, ce qui est vraiment vertigineux, terrifiant quand, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les juifs sont à peu près 1% de la population en France, 50% des actes, c'est voilà. Mais je pense que ça procède, enfin que, en tout cas, une façon qu'on aurait meilleure de combattre ça, c'est avoir une mémoire précise de ce qui s'est passé en France entre 40 et 44 et de vraiment parler des faits, de savoir, enfin, de dire ce qui s'est passé. Et là-dessus, avec les actes de commémoration, on n'est pas aujourd'hui dans une précision suffisante de l'indignité de l'État français dans cette affaire, de ce qui s'est passé, comment on a procédé pour mettre environ 80 000 juifs dans 80 convois en s'organisant au sommet de l'État. On est dans le flou et là-dessus aussi dans ce flou-là se nourrit un antisémitisme qui est ancien, qui est pérenne. Alors ces 10 dernières années, il y a des violences, mais bon, la tribune de Forisson. Pour nier l'existence des chambres à gaz. C'est les années 70 et il publie dans Le Monde. Dans les années 80, on a la rue des Rosiers, l'attentat de la rue des Rosiers. Enfin, finalement, la haine antisémite meurtrière a-t-elle vraiment cessé? Elle est aujourd'hui, elle s'exprime aussi dans un antisémitisme blanc, néo-nazi, négationniste. Rappelons que en 2017, pendant sa campagne, Marine Le Pen et à nier la responsabilité de la France dans le Veldiv. Aujourd'hui, les cimetières alsaciens qui sont profanés, ils le sont par des groupes néo-nazis. Bon, j'étais à l'ancienne gare de déportation de Pithiviers récemment pour les besoins d'une enquête. Elle est taguée des insignes d'ordre nouveau, c'est des néo-nazis. Je pense que aujourd'hui, l'antisémitisme, c'est un racisme très œcuménique. Anne Karmitz.
Écoutez, moi, ma famille et moi, on a survécu en 1947. On était sur un bateau et on a été refusé par tous les pays du bassin méditerranéen. Seule la France nous a accueillis. Et c'est la France qui nous a sauvés. Et j'ai appris le français à l'école communale à Nice. Et tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, je l'ai fait grâce à la France. Et donc, pour répondre à la question que vous posiez au début, je suis français, point à la ligne. Déjà en ce qui concerne mon appartenance. Mais il se trouve que la première chose aussi que j'ai apprise, dès que j'ai commencé à être un peu à l'école, au lycée plutôt, c'est la lutte antifasciste. Et c'est très curieusement, je n'entends plus utiliser ce mot, fasciste. Nous, on l'utilisait parce que c'était nos ennemis. C'était des gens contre lesquels on luttait en permanence quand on était à l'école, ensuite au lycée, ensuite quand on était étudiant, et ensuite en 68, etc. C'était des gens, c'était ce qu'on appelle maintenant l'extrême droite, on les appelait les fascistes. Il se trouve que ils étaient peu nombreux, relativement peu nombreux, et qu'on menait quand même des combats contre eux. Maintenant, ils représentent 25 ou 30 ou 40% de la France. Et on ne parle plus de fascisme. D'autant plus qu'ils ont été rejoints par ce fascisme noir, a été rejoint par une espèce de fascisme rouge dans l'ultra-gauche ou dans la gauche même, où tout à coup on retrouve les mêmes revendications, le même critère, les mêmes exclusions, la même xénophobie et le même antisémitisme. On retrouve cet antisémitisme aussi bien chez Le Pen que chez Mélenchon. Et donc, à un moment, il faut parler de quelque chose qui est très très important, et ça je regrette que Macron n'en ait pas parlé, c'est antifasciste. On a un combat à mener ici en France contre le fascisme, c'est-à-dire des gens qui excluent, qui éliminent, qui renvoient, qui détestent l'autre, qui se bloquent sur leur petit précaré, etc. On a vu se développer ces derniers temps, entre autres à Paris, dans toute la France, les gilets jaunes, même certaines grèves menées par la CGT en ce moment, c'est des grèves à tendance fasciste. Quand on va casser la gueule des militants de la CFDT, c'est insupportable et c'est inadmissible. Et ça contient l'antisémitisme, ça contient la xénophobie et ça contient aussi la haine du musulman et la haine de l'autre. Charles Anderlin. Je suis tout à fait d'accord. Du côté de ma famille, des juifs autrichiens qui ont fui Vienne au moment de l'Anschluss ont débarqué à Nancy, ont été protégés par la police des étrangers de Nancy, qui a d'ailleurs un arbre à Yad Vashem, dans l'allée des Justes. Vous savez, dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les choses ne se sont pas calmées. On avait l'impression que ça y est, c'est la libération. Eh bien non. D'abord, il y a eu encore des scènes d'antisémitisme, notamment de la part de propriétaires de biens spoliés aux Juifs qui voulaient pas les rendre. Et on a déjà, dès 46-47, les premiers textes négationnistes des chambres à gaz. Donc, oui, quand on regarde l'histoire, il y a toujours eu de l'antisémitisme, il y a toujours eu des moments intenses de violence antisémite, fin du 19e, les années 30 terribles. Aujourd'hui, on est dans un pic de ce genre avec, effectivement, vous l'avez dit, l'antisémitisme classique qui fait alliance avec les djihadistes, qui fait alliance avec des gens comme Dieudonné. Quand j'ai cherché pour mon travail les livres de Céline Rebattet et les autres, ils y sont. On a toute la littérature antisémite classique sur le web. Donc c'est là qu'il faut aller. C'est juste une chose supplémentaire. Pour ma part, quand je vois toutes ces commémorations, il y a une chose qui me manque. On parle des victimes, on parle des chambres à gaz. Mais comment les Allemands, une des nations les plus éduquées d'Europe, a pu faire ce génocide? Comment des Français de l'administration française ont pu ainsi trahir leurs proches? Comment on a expulsé les plus grands avocats juifs du Conseil d'État, de la fac de médecine? Comment, à ce niveau-là, c'est ça l'antisémitisme? On peut parler des victimes, s'en souvenir, répéter tous les noms, mais le véritable problème, c'est d'où ça vient. Beaucoup de choses à apprendre. Et mon Dieu, comment on fait des œuvres.
pour les candidats, tous les candidats, et pour tous leurs militants. Donc, Maintenant, il y a plusieurs points dans ce que vous me racontez. Il y a d'abord ce départ. Vous semblez avoir quitté beaucoup de choses pour revenir dans votre ville de jeunesse, auprès de votre mère. Alors, vous n'habitez pas avec vous. T'as pas école? J'ai pas école toute Oh la journée. là là. Sur ses ventes en Asie. On a eu aussi les résultats annuels de Sanofi aujourd'hui, un chiffre d'affaires en hausse de pratiquement 5% à 36 milliards d'euros. En revanche, le bénéfice net chute de près de 35%, plombé par des dépréciations. La croissance du groupe, en revanche, a été tirée par son médicament blockbuster, le Dupixent. Auf der Straße. Ganz neu in SWR 4 ist das hier Monika. Arbeiten, also geistig arbeiten oder kannst Körper. Agnès Sobel sur France Inter, elle sera en concert près de chez vous. La scène musicale notamment à Boulogne le 20 mars prochain. On reprend le débat, troisième partie avec nos invités, Marine Karmitz, Charles Anderlin, Chloé Corman, Yves Azeroual. Vous reprenez la main, Christophe Bourseillet? Oui, parce que dans votre livre, Les Juifs de France entre République et sionisme, Charles Anderlin, vous parlez du judaïsme français et vous vous interrogez au fond sur une sorte de crise identitaire du judaïsme français. Il y a une question que vous posez, c'est mais comment se fait-il que les principaux porte-voix aujourd'hui du judaïsme en France soient Alain Finkielkraut, Éric Zemmour ou Gilles William Goldnadel? Pourquoi vous posez cette question-là? Parce que lorsque je regarde cette histoire du judaïsme français qui démarre avec Crémieux, qui aux côtés de Gambetta en 70 proclame la Troisième République, fait le décret qui donne la citoyenneté française aux Juifs d'Algérie, Naquet, la loi sur les divorces, fin du 19e, Grunbaum-Balin, directeur de cabinet d'Aristide Briand, la loi en séparant les églises et l'État, Blum, Mendès France, et aujourd'hui, quand on voit les grandes figures, oui, Badinter, qui a rejoint en fait Crémieux et qui a participé, qui a préparé l'abolition de la peine de mort. Aujourd'hui, les grandes voix, en tout cas que l'on entend à l'extérieur. Pour vous, c'est Éric Zemmour. Écoutez, lorsque le New York Times veut interviewer quelqu'un, un représentant de la France, du judaïsme français, c'est Finkielkraut. Finkielkraut est interviewé dans le New Yorker. En Israël, quand le quotidien Haaretz veut avoir un point de vue sur la France, c'est Finkielkraut et BHL. Je parle très peu de BHL. Parce que jamais Delphine Orviller, par exemple. Pardon? Jamais Delphine Orviller, par exemple. À la fin, parce que le phénomène du développement du judaïsme réformé qui a pris de l'ampleur, c'est récent. Delphine, qui a été l'assistante du bureau de France 2 au début de l'Intifada et que je connais bien, c'est un peu la fin de mon livre. Je crois que c'est là que les choses vont se décider. Ou orthodoxie, sionisme nationaliste, ou alors
réformée libérale qui est pour une paix au Proche-Orient, et Delphine Orwiller a critiqué des initiatives du gouvernement israélien. Anne Karmitz, sur ces porte-paroles que l'on entend en France et à l'étranger. Écoutez, moi, j'avoue que ça m'est tout à fait égal, parce que ce qui m'intéresse et ce qui m'importe, c'est qu'est-ce qu'on recherche en tant que Français, et quelle est notre identité, parce qu'on est effectivement rattaché à une histoire, à des écrits, et surtout en ce qui me concerne, je suis rattaché à ce qu'on appelle l'étude. Et il se trouve que j'ai appris à étudier, que j'ai même fondé une yeshiva, une école talmudique, où un certain nombre de gens qui se posent des questions sur quelle est leur identité, qu'est-ce que c'est qu'être juif, ils le trouvent dans l'étude. Ça n'empêche pas d'être français et en même temps étudiant de yeshiva, tout cela en étant extrêmement attaché. Les grands entretiens de George Benjamin, France Musique. Ringed by the Flat Horizon. Comment vous pourriez nous parler de cette œuvre qui va être un grand... d'avoir lâché Direct Energy qui est arrivé dans l'escarcelle de Total, lui ont été reprochés. Isabelle Cocher s'est défendue, a défendu assez égoïste, je trouvais, du chat, parce que moi je m'en occupe alors c'est une chatte aussi, et en fait il lui arrive encore aujourd'hui dès qu'elle me voit de partir comme si elle avait aperçu le diable en personne, et il n'y a que ma femme qui compte, c'est-à-dire que c'est comme si sa mère c'était ma femme. Nous, avec ma fille, elle nous lui arrive de nous ignorer complètement. Donc, mais par contre, il a fallu que j'apprenne à connaître un peu les chats. C'est extrêmement malin. C'est extrêmement intelligent. C'est un sens de l'orientation incroyable. Si ça se trouve, elle a été sans doute un petit peu désorientée par le déménagement, ça c'est fort possible. Oui. Mais bon, ça faisait C'est la grande musique. Bien sûr. La chic force. C'est leur Top Musique. 40 minutes de musique à la suite. Avec vos tubes préférés dans la région. Top Musique, la playlist Alsace. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on a boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one that I walk alone. I walk alone, I walk
and I'm the only one. Top musique. Top musique. There's something in the way you roll it. Me dis que ce serait facile, mais je serai là. Personne ne croit en toi comme j'y crois. Personne, personne. Je serai là même s'il ne devait rester personne, personne. Personne ne croit en toi comme j'y crois. Personne, personne. Je serai là même s'il ne devait rester personne, personne. C'est comme si une chaîne avait In jedem Fall werde man mit Christian Prokop in die Olympia-Qualifikation Mitte April in Berlin gehen. Das versicherten Vizepräsident Bob Hanning und Sportvorstand Axel Kromer noch vor 11 Tagen im Namen des Deutschen Handballbundes. Vor diesem Hintergrund macht den Fall, dass es wäre schlicht an. La formule piano-voix avant de prendre d'autres couleurs à la production. Victor Solz s'est rapproché de musiciens capables comme lui de célébrer les amours de Bach et la techno minimale avec une utopie sublimée avec sa voix. Avec ses bouchons, avec sa vitalité, comme toutes les grandes villes asiatiques. Imaginez cette ville où il n'y a plus personne. C'est absolument surnaturel. Les gens sont là, des millions de familles sont là, dans leurs